Bonjour, on est le 14 octobre 2020 avec une journée qui se présente avec des nuages clairsemés, clairsemés des nuages blancs, parfois diffus, parfois continus et denses. On ne sait pas comment va se dérouler la journée d'aujourd'hui. Peut-être va-t-il pleuvoir ou pas. En tout cas, pour ceux qui désirent profiter, ils peuvent malgré tout profiter euh, en s'habillant correctement pour éviter, je veux dire, d'attraper froid. Alors, je suis toujours en train de faire des vidéos. Hein, je fais une série de vidéos qui est en train de concerner, si vous voulez, l'étude du fluide. L'étude plutôt des fluides. L'étude des fluides. Donc, je suis en pleine mécanique des fluides, si vous voulez. Et une des premières notions qu'il faut faire apparaître, transparaître ou bien comprendre, parce que c'est pas si évident que ça, à bien comprendre les choses, en tout cas pour les fluides, et même pour les solides. Hein. C'est pour ça on a créé des matières, d'ailleurs je vais vous les citer, ces matières qu'on a créées, dans lesquelles on étudie ces cas de figure. En tout cas, je suis en train d'étudier les fluides, au travers de la mécanique des fluides. Et la première des choses, quand on aborde les fluides, c'est d'aborder voilà, une attribution à ce vocable fluide, à ce mot-clé fluide. C'est d'abord lui donner une consistance. Alors, lui donner une consistance, j'ai déjà commencé. Je vous ai dit, j'ai fait quelques vidéos déjà, qui commencent à mettre en relief et de construire ce qu'est un fluide, la notion de fluide. Et puis, dès le moment où vous avez défini, une fois qu'on aura défini, donné une définition du fluide, la définition du fluide interviendra au travers de trois axiomes. Trois axiomes, dont un des premiers axiomes a été vu. Voilà, un des premiers axiomes a été vu, c'est que je considérais, c'est une vidéo qui a été faite, le fluide comme un milieu continu, mais j'en ai pas dit plus. Donc ça veut dire que je n'ai pas terminé sur la définition du fluide. Voilà, donc je fais quelques vidéos qui vont vous faire transparaître la définition du fluide. Pour l'instant, j'ai fait des vidéos qui faisaient ressortir que le fluide était déjà à la base un milieu continu. Alors allez revoir ces vidéos-là. Elles sont claires et nettes comme de l'eau de roche. On peut facilement les comprendre. Voilà, elles ont un niveau de difficulté qui n'est pas très grand, donc vous pouvez aller les consulter et tirer des enseignements sur les premiers éléments qui pourraient parvenir à une définition d'un fluide. Bon, maintenant, ceci dit, quand on a la définition d'un fluide, on peut étudier le fluide. Hein. On a le fluide avec ses axiomes et donc fatalement ses hypothèses. On a ces axiomes et donc ces hypothèses. Et donc, quand on a les hypothèses et les axiomes, on prendra des cas d'études qui sont déjà formalisés dans d'autres domaines. Et c'est le cas, par exemple, c'est le cas pour le fluide. Le fluide, on va se ramener à une étude comme si c'était voilà, un solide, comme si c'était un solide. Je bien dit comme si c'était un solide. Et donc, prendre les outils qu'on retrouve en mécanique rationnelle ou en cours en résistance des matériaux, c'est les accaparer enfin les accaparer, c'est pas du vol, hein, parce que je vous ai dit, il n'y a pas de frontières dans les sciences. Hein. On peut aller chercher des éléments dans d'autres domaines. C'est l'homme qui a créé ces domaines-là, mais toute la science est universelle. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne répéterai plus ceci parce que maintenant, si vous consultez mes vidéos précédentes, vous allez voir que je reste toujours dans mes dires. Bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas, ça a été scindé pour les besoins de l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le domaine il devient trop important qu'on, je veux dire, pour éviter toute généralité, on spécialise voilà, des matières dans des domaines bien précis. C'est là qu'on retrouve, c'est comme les métiers, hein, on peut spécialiser un métier. Hein. Voilà, il existe des métiers spécialisés.
Voilà. Voilà, je peux vous citer toute une panoplie de métiers spécialisés. Voilà, auberger, houlissier, haveur, hébergeur, forgeur, feutrier, escoffier, escompteur, escudier, voilà, dépendeur, damasseur, darioleur, chasse-gueux, chasse-coquin, mais c'est vrai que c'est des anciens métiers, chaperonné, voilà, racineur, racoleur, radelier, molletonnier. Vous voyez que Mérenier, voilà, ouais, bon, c'est tous des anciens métiers. Ben bon, malgré tout, c'était des métiers spécialisés, comme il existe des métiers spécialisés à l'heure actuelle. Et donc, quand on rentre dans un domaine qui est trop spécialisé, ben, on en crée un domaine. Donc, normalement, c'est pour les besoins des êtres humains. C'est l'être humain qui, par voie de conséquence, par voie de complexité, quand il voit que quelque chose commence à se complexifier, mais il restera la complexité en, voilà, en léguant, je veux dire, un autre domaine, voilà, la spécialisation. La spécialisation. C'est tout à fait normal, parce que l'être humain ne peut pas tout faire. Hein. Ouais, tout d'abord, quand il travaille, il n'a que 24 heures, et dans ces 24 heures, il mange, il boit, bon, il va à la toilette, bon, il prend bon, des temps de pause, bon, et il a voilà, une vie sociale aussi, et donc, voilà, il ne peut pas tout faire, tout faire. Quelqu'un ne peut pas être généraliste, il ne peut pas généraliser, enfin, travailler dans un métier général. Voilà, on demande des métiers de spécialisation. D'ailleurs, quand voilà, un recruteur recherche un corps de métier, ben, il va chercher une personne spécialisée. Une personne spécialisée qui ne fait que ça, qui n'a fait que ça comme expérience. Enfin, qui n'a fait que ça, qui a traité cette expérience-là pendant des années. Et donc, on peut lui faire confiance qu'il possède cette expérience demandée dans la spécialisation. Bien que dans cette spécialisation, on lui demande quand même pas mal de choses à faire. Voilà, mais c'est une spécialisation qui, si à un moment donné, peut se respécialiser dans un autre domaine. Hein. Voilà. Voilà, parce que je vous dis, une spécialisation peut devenir une généralisation. Hein. Ah ouais, ça dépend de la complexité. Si vous retombez dans une spécialisation qui est trop complexe, à ce moment-là, il va revenir de nouveau embranchement de spécialisation dans votre spécialisation. Donc, votre spécialisation redevient une généralisation au sein d'une voilà, d'une spécialisation. Voilà, donc une spécialisation peut se respécialiser en d'autres domaines parce que si la spécialisation est trop complexe, voilà, on respécialise dans d'autres domaines et c'est comme ça qu'il existe différents domaines, voilà qui domaines, voilà, je pense à la physique, hein. Ah la physique, bon, a donné à la mécanique, voilà, la mécanique, voilà, l'étude du solide, par exemple. L'étude du solide, on a la mécanique, mécanique la cinématique, la, la dynamique, la statique, pour l'étude des solides. Voilà. Donc vous voyez que on se spécialise. Hein. On peut se spécialiser. Et même dans ces domaines-là, on peut encore se respécialiser. Hein. Parce que si on tombe dans un domaine un peu qui est, on va dire, qui devient complexe, qui devient difficile, à ce moment, on se respécialise ce domaine-là. Pour éviter qu'un domaine ne soit trop, on va dire. D'ailleurs, c'est pour ça que la physique délègue. Hein. La physique ne prend pas tout. La physique délègue voilà, ces matières à d'autres matières comme la mécanique, l'électricité, voilà, la physique, enfin la chimie, et la chimie délègue à la thermochimie, voilà, à la cinétique chimique et tout ce que vous voulez. À la chimie appliquée, voilà, tout ce que vous voulez, toutes les chimies qui existent. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a une spécialisation. Et dans cette vidéo aussi, je vous montrerai les spécialisations qu'il y a. Mais avant tout, j'essaie de définir la notion de fluide. Et le premier axiome que j'ai fait transparaître, c'est que c'est un milieu continu. C'est un milieu continu. Alors, je vous rappelle qu'un milieu continu, ce que c'est, un milieu continu, il n'y a pas de vide dedans. Hein. C'est un milieu où il n'y a pas de vide. C'est-à-dire, si, par exemple, il y aurait mouvement, mais dans ce mouvement, je ne peux pas considérer des points. Voilà. Je vais vous mettre des points. Alors, je vais faire un zoom
de points microscopiques. Voilà, là j'ai un point, là j'ai un point. Entre les deux points, je ne peux pas avoir de vide. Donc il faut considérer qu'on a des points comme ceci. Voilà. Donc les points sont rattachés les uns à côté des autres, c'est ça que ça veut dire. Et il ne peut s'en créer du vide, hein. Durant l'étude, il ne peut se créer du vide. Donc les points sont tous attachés les uns à côté des autres. Ce qui permet, si vous avez voilà, un mouvement, parce qu'un fluide peut être au repos, c'est ce qu'on appelle un état d'équilibre. Hein. Qu'est-ce qu'un état d'équilibre en chimie? C'est pas un état d'équilibre en calorimétrie, hein, en calorimétrie, un équilibre, voilà, c'est quand on a au niveau macroscopique, les températures sont uniformes partout dans tout le fluide. Ça, c'est un équilibre thermique. Voilà, on peut avoir des équilibres chimiques au travers de la constante d'équilibre, qui n'est pas un équilibre thermique, et un équilibre, comment est-ce qu'on appelle ça, d'un fluide n'est pas l'équilibre d'une réaction chimique et n'est pas l'équilibre, voilà, d'un équilibre thermique. Donc, l'équilibre d'un fluide, qu'est-ce que c'est? C'est un corps qui est au repos. C'est le fluide qui est au repos. Donc, il y a l'absence de mouvement. Donc, on étudie au niveau de la statique des fluides, bon, les corps au repos, des fluides au repos. Alors qu'on peut étudier les fluides en mouvement. Et les lois ne sont pas les mêmes. Vous comprendrez que les lois ne sont pas les mêmes. Alors, les lois d'où viennent-elles? Elles viennent de mécanique. Je vais vous dire pourquoi elles viennent de mécanique. Alors, tout d'abord, avant tout, ici, j'ai représenté ici un fluide continu, alors que là, j'ai un fluide, bon, qui est, si vous voulez, discontinu. Et là, si le fluide devait passer de l'un à l'autre, il devrait le faire par saut. Donc, pour éviter ceci, ben, on va prendre en compte qu'on a, voilà, qu'on a un milieu continu. Et donc, si on a un milieu continu, on peut aller rechercher justement les théories de la mécanique. Les théories de la mécanique. Je vais vous dire pourquoi. Théorie de la mécanique. Voilà. Alors, donc, on a un fluide continu. Et on pourra aller chercher pour étudier bon, les tensions, les forces, tout ce que vous voulez, les forces, les tensions. Hein, parce que, en fait, pourquoi je parle de force? Parce que dans un fluide, quand on prend un être humain, l'être humain peut avoir, voilà, j'ai un être humain, il peut avoir une interaction avec lui-même, avec son soi, et il peut avoir des interactions avec la société. Avec son soi et la société. Eh bien, il en est de même pour les fluides ou les solides. Ils peuvent avoir des interactions internes ou externes. Bon, il y a deux cas de figure. Alors, les interactions internes sont des forces internes et les interactions externes seront des forces externes. Et toute la définition des fluides viendra de la définition de ces forces. Il faudra définir les forces, notamment les forces tangentielles. Et les forces tangentielles dira si le fluide est au repos ou en mouvement. Donc si on n'a pas de l'absence de force tangentielle, ben, ce qui veut dire qu'on sera au repos. Donc le fluide sera à l'équilibre. Qu'est-ce qu'un état d'équilibre? C'est quand on n'aura pas de force tangentielle au niveau du fluide. Mais s'il y a des forces tangentielles, le fluide sera en mouvement. Et donc on étudiera en dynamique des fluides ou cinématique, ça dépend de ce qu'on veut étudier. Voilà, le fluide. Par contre, s'il n'y a pas de force tangentielle, le fluide est au repos, le fluide est à l'équilibre, on étudiera la statique du fluide. Voilà. Bon, alors ça, on sait bien qu'on n'a pas un fluide discontinu, mais un fluide continu. Alors comment voir qu'il est continu? Ben, c'est par le nombre de Knudsen que je vous avais... J'ai fait une vidéo sur ça. C'est le nombre de Knudsen qui fait intervenir le libre parcours moyen, voilà, et qui permet de dire libre parcours moyen. Je vous rappelle que c'est la collision entre deux particules. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avoir ceci, c'est théorique. Hein. C'est de la théorie. Hein. Parce qu'en vérité, on a toujours des interdistances. Comme voilà, on a la distance, ce qu'on appelle le libre parcours moyen. Quand on a deux particules, quand elles s'entrechoquent, elles changent de direction. Voilà, et les vitesses
voilà, ne sont plus les mêmes, donc fatalement la distance n'est plus la même. Voilà, s'il y a un autre choc, ben, il va prendre une autre direction, comme ceci, et la distance sera plus la même, donc on a ce qu'on appelle un libre parcours moyen avec des distances, une distance moyenne. Voilà, on a une distance moyenne, parce que des 1, des 2, des 3, comme on a des collisions, les directions changent, les vitesses changent, et donc les distances changent. Et si les distances changent, ben, on a une distance moyenne qui est parcourue. Et donc, qui dit distance, dit quand même qu'on a dire voilà, des interdistances. Mais en vérité, ici, je considérais comme voilà, un milieu où tout est, tous les points sont l'un à côté de l'autre. Un milieu continu. Bon. Alors, mais oui, mais ce que je viens de faire là, c'est un milieu continu sur une ligne. Je viens de considérer un milieu continu sur une ligne. Alors, je peux établir un milieu continu sur une surface. Bah, si c'est un milieu continu sur une surface, je prends une surface, voilà, ce qui veut dire que tous les points, ben, il n'y a pas de vide entre les particules. Enfin, c'est une hypothèse émise, hein, ça. C'est une hypothèse émise. Je vais vous dire pourquoi émettre cette hypothèse-là. C'est pour retomber sur la mécanique rationnelle des solides, qui eux, sont dans la mécanique rationnelle des solides, on utilise justement les milieux. C'est un milieu continu. Les théories sont faites dans un milieu continu. Voilà. Vous aurez compris qu'on a ça et que tout est raccroché, hein, bon, voilà, comme ceci. Je ne vais pas faire tout pour toute la surface, mais voilà. Donc ça veut dire qu'on a une infinité double de points ici. On peut définir le plan comme une infinité double de points et la ligne comme une infinité simple de points qui sont voilà, les uns à côté des autres. Voilà, et qu'on peut passer d'un point à un autre sans faire de saut. C'est ça que ça veut dire. Et d'où, s'il y a un mouvement, ben, le mouvement se fera de manière sans saut, de proche en proche, d'un point à l'autre. Alors, bien sûr, et vous comprendrez qu'on étudiera le fluide, si on veut étudier dans l'espace, le fluide étant considéré comme un continu, ben on a une infinité triple de points. Donc c'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc là, on a une infinité triple de points, donc il n'y aura pas de saut en cas de déséquilibre du fluide, c'est-à-dire en cas de mouvement du fluide, mais on ne fera pas de saut. Alors, il va passer d'un point à un autre, et s'il devait passer d'un point A à un point B, ben, il va passer par tous les états entre A et B. Donc on aura une variation. Ça veut dire qu'on aura un ensemble de points, on a une infinité triple de points ici. C'est-à-dire qu'on a une variation qui va passer d'un point A à un point B en passant par tous les points possibles et imaginables, voilà, pour aller de A à B. Pour autant que je sache mettre... Voilà, je vais aller de A. Le fluide, une particule fluide, si j'étudie une particule fluide pour aller de A à B, à aucun moment il fera un saut du fait qu'il y aurait un pseudo-vide. Il n'y a aucun pseudo-vide parce que justement je prends l'hypothèse que le fluide est continu. Parce qu'on a une infinité triple de points. On a une infinité triple de points. Voilà, donc je vous disais que on a des points, donc on a un milieu continu, c'est-à-dire les distances d'un milieu dans lequel va baigner, si vous voulez, le fluide. Donc le fluide est assimilé à un milieu continu. Donc si maintenant je prendrais un système, si je prends un système fluide, mon système fluide sera d'office sous-entendu un milieu continu. Et maintenant, bien sûr, je peux mettre pas mal de dessins sur les systèmes. Hein. Je peux isoler un système qui est une ligne, une surface, qui concerne, je veux dire, une portion du fluide, une ligne du fluide, un volume du fluide, et peu importe la forme. Hein. Bon, si je prends un volume, je peux prendre un tétraèdre. Voilà, ça c'est pour étudier les facettes, la pression sur différentes facettes, hein, pour voir comment évolue la pression sur différentes facettes. Je peux étudier les contraintes au travers d'un parallélépipède rectangle. Je peux étudier voilà,
Voilà, ça c'est pour c'est ce qu'on étudie en mécanique rationnelle, hein, ça c'est en mécanique rationnelle. Et ça, c'est en mécanique rationnelle aussi, on a aussi bien le tétraèdre que le. Et je vais vous ramener, j'ai pas accordé pourquoi mécanique rationnelle. Hein. Pourquoi on se ramène à la mécanique rationnelle? Parce que la mécanique rationnelle est basée justement sur, euh, par hypothèse, sur des milieux continus. Parce que la mécanique s'occupe justement des milieux continus. Donc, c'est-à-dire des milieux constitués d'une infinité triple de particules ponctuelles. Bon, identifiables, chacune dans un repère, hein, elles sont identifiables, chacune dans un repère, elles sont personnalisables, bon, c'est-à-dire que dans un repère, le point A a une coordonnée, hein, x, y, z, elle est identifiable, personnalisable, personnalisée parce qu'elle possède sa propriété de, voilà, de coordonnées dans un repère x, y, spatial, x, y, z. Voilà, si je prends le point A, ben, il a une coordonnée, il est personnalisable, personnifiable, identifiable par sa coordonnée x, y, z, qui n'est pas la même que B, puisqu'en fait A et B sont deux points différents. Voilà. Et donc la mécanique s'occupe justement des milieux continus, c'est-à-dire des milieux constitués d'une infinité triple de particules ponctuelles, considérées comme des points, identifiables dans un repère voilà, orthonormé direct, pour lequel chaque point possède sa coordonnée x, y, z, donc sa position dans un repère. Donc ça veut dire que, bien sûr, un repère orthonormé étant posé, un repère, comment est-ce qu'on appelle ça, galiléen peut être posé, un repère, un référentiel galiléen peut être posé, un repère inertiel peut être posé. Voilà. Alors, chaque particule a son mouvement. Hein. Bon, on peut prendre les deux points A, ils peuvent bouger hein, dans le fluide. Voilà, justement, le fluide, justement, je vais y arriver par après, pour vous dire que dans un fluide, bon, le A et B vont être variables. Hein. Entre eux, ils vont bouger. On va voir le fluide, voilà, est un milieu déformable. C'est ça que je veux en arriver. C'est de dire que le fluide est un milieu déformable, contrairement au solide. Les solides, vous allez voir, je vais les catégoriser. Mais la première des choses, c'est de se dire que, avant de vous montrer ça, c'est de vous dire qu'on a un milieu continu. Si on a un milieu continu, on a une infinité, voilà, triple de points, et on peut le mettre sous forme de ligne. Le système peut être sous forme de ligne, de surface quelconque, hein, un cercle, peu importe, on s'en fout de la surface. Je peux dessiner une surface pour étudier une portion de surface, voilà, je peux étudier une portion de surface comme ceci, hein, pourquoi pas. Voilà, c'est une surface. Bon, elle est ouverte ici, hein, c'est une surface ouverte. J'aurais pu fermer la surface, hop, je la prends, je la ferme. Voilà, là j'ai une surface fermée. Voilà, la surface est fermée. Voilà, je l'ai fermée de l'autre côté, comme si j'envelopperais quelque chose, là, voilà, elle est fermée. Alors que là, elle est ouverte. Alors je peux mettre les forces, hein, bon, voilà, je mets une force normale, on a un point avec un vecteur normal, pourquoi pas. Voilà, c'est une surface. Les surfaces, elles sont définies par leur vecteur normal. Si vous faites des mathématiques, vous allez voir que les surfaces ont leur vecteur normal. Voilà. Alors, on peut étudier le système comme étant un volume. Et le volume, je vous ai mis un parallélépipède rectangle. On peut mettre un tétraèdre. Je peux mettre un volume bon, qui est une patatoïde, comme ceci, hein, pourquoi pas. Je peux mettre un volume déformable qui est un fluide, voilà, un fluide qui a été déformé. Voilà, par l'application de forces qui sont ici. J'applique des forces là, ça a été déformé, alors qu'à la base, il n'était peut-être pas comme ça, le fluide. Voilà. Et ça, c'est un volume. Hein. C'est un volume. C'est un volume qui a été déformé, par exemple, par différentes forces qui proviendraient d'une certaine zone ici, pourquoi pas. Voilà, voilà. Donc on a un milieu continu. C'est-à-dire qu'on a une infinité triple de points et donc on peut faire appel à l'étude de la mécanique, puisque la mécanique elle-même s'occupe des milieux continus avec des traits rectangles, voilà, où chaque point représente a une définition, une personnalisation à travers sa coordonnée x, y, z. Voilà. Bon, alors, voyons. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que des forces vont être appliquées. Hein. On aura des forces.
Qu'est-ce qui fera le mouvement de fluide? Ben, c'est l'absence de force tangentielle. Il existera des forces intérieures et extérieures. Il y aura des forces normales et il y aura des forces tangentielles. Et quand on aura l'absence de force tangentielle, ça je vous le montrerai. Je vous montrerai tout ça, que les forces normales vont induire des forces de pression, alors que pour le solide, ce sont des forces de compression. Voilà, et tout ça, je vous montrerai dans les vidéos qui vont suivre. Mais ici, cette vidéo vient compléter, je veux dire, la vue d'esprit de ce que peut être un fluide, voilà, un fluide qui est considéré ici, par hypothèse, comme un milieu continu. Donc c'est un des premiers axiomes dans le chemin de la définition du fluide, que je n'ai pas encore terminé de définir. Alors maintenant, ceci étant dit, donc on aura des forces, hein, parce que je vous ai dit que le comportement d'un être humain, vis-à-vis de soi, ce sont les interactions vis-à-vis de soi. Il peut se parler à lui-même comme il peut parler, interagir avec le monde extérieur, c'est-à-dire la société. Ouais, donc ici, les forces, on peut avoir des forces intérieures, des forces extérieures. Et ce sont les forces qui vont définir, voilà, qui vont pouvoir voir si on a affaire à un solide ou à un fluide. Parce que les forces les forces appliquées vont amener une certaine déformation. Voilà, peuvent amener une certaine déformation, pas toujours. Alors maintenant, pas toujours, je vais vous montrer, et c'est ça le but du jeu, enfin de cette vidéo. Je m'excuse. Alors pour ça, on va appliquer justement une force, on va considérer un système. Peu importe, hein, vous pouvez le dessiner, je vous laisse imaginer un système. Bon, peu importe, bon, voilà un système. Un système, mais ce système, je viens de vous dire que par hypothèse, ce sera une portion d'un milieu continu. Alors pourquoi milieu continu? Je viens de vous dire pourquoi, parce que la mécanique étudie, voilà, la mécanique s'occupe justement des milieux continus. C'est-à-dire des milieux constitués d'une infinité triple de particules ponctuelles pour lesquelles il n'y a aucun vide entre les particules. Et il ne peut s'en créer. Hein. Il n'y a aucun vide, mais il ne peut s'en créer. Bon, et dans la plupart du temps, les fluides voilà, sont des milieux continus par expérience. Parce qu'en fait, je vous ai montré le nombre de je m'excuse, je n'arrive jamais à le dire, le nombre de Knudsen pour lequel il fallait avoir pour avoir voilà, un milieu continu ou discontinu. Mais la plupart du temps, par expérience, on voyait que la condition que j'avais donnée dans la vidéo était vérifiée par expérience. Donc, la plupart du temps, on avait des systèmes continus. La plupart du temps. La plupart du temps, on avait des systèmes continus. Ce que je vous avais donné dans la vidéo était vérifié la plupart du temps. Donc, si vous étudiez un système, il est de fortes chances que ce soit un milieu continu. C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est par expérience. Hein. Par expérience, je vous avais donné une condition, et cette condition était par expérience vérifiée. Donc on avait d'office un milieu continu. Attention qu'il y a le milieu totalement continu et le milieu qui est, on va dire, partiellement continu. Voilà, parce que si on arrive on avait des zones dans le partiellement continu, on peut considérer que c'était continu à l'intérieur, mais au pourtour voilà, de la canalisation, s'il y avait une canalisation, pourtour de la canalisation, là on n'avait pas un milieu continu. Le fluide n'était pas considéré comme milieu continu dans une zone, voilà, proche qui jouxtait la canalisation, par exemple. Voilà, là, à ce moment-là, c'était pas continu, c'était partiellement continu, on va dire. Mais on peut faire l'étude continue à l'intérieur, en son sein, mais pas aux abords du fluide, puisqu'il est en contact avec une zone qui n'est pas continue. Donc la plupart du temps, on peut faire les études de mécanique comme le fait la mécanique qui utilise justement ce milieu continu. Ce milieu continu, parce qu'il en fait des hypothèses avant. Quand vous étudiez la mécanique, mine de rien, vous ne le savez peut-être pas, mais vous étudiez des milieux continus. Voilà. Et donc il faut ramener la mécanique des fluides à faire plus ou moins les mêmes études que la mécanique, parce qu'on aura globalement les mêmes lois. Hein. P est égal à mv, on va retrouver voilà, les lois P est égal à mv. Voilà, la quantité de mouvement, elle se cache derrière, en mécanique de fluide, elle se cache. Hein. Non pas sur P égale mv, mais sous une autre forme.
voilà, on a les lois conservatives de voilà, de la quantité de mouvement via des équations de conservation. Voilà, je peux vous le montrer en faisant des tubes de courant et vous montrer qu'il y a des conservations de quantité de mouvement qui sont cachées. Voilà, et on a des lois telles que la somme des forces égale à 0 pour un système au repos. Voilà, on a somme des moments des forces égale à 0 pour un mouvement empêchant ici par rapport à un point. Somme des mouvements des moments égale 0. Somme des moments des forces égale 0. Voilà. Donc on a l'équilibre de translation et de rotation, donc fatalement on a l'équilibre, c'est-à-dire on a le flux de repos aussi. Voilà. Et donc ça c'est bien des lois de la mécanique. Hein. Si ça c'est pas de la mécanique rationnelle, alors il faudra me dire qu'est-ce que c'est. Ça provient de la mécanique rationnelle, parce que la mécanique rationnelle, justement, considère un milieu continu. Par hypothèse, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis maintenant, l'hypothèse, avant de faire de la mécanique rationnelle, mais c'est d'avoir un milieu continu. Voilà. Et alors, à partir de là, le fluide étant un milieu continu, ben, on peut aller chercher des lois de la mécanique, et bon, même des systèmes tout faits que la mécanique possède. Alors, quelle mécanique? Je vais vous le dire tout de suite, là, maintenant, parce que je vous ai parlé de spécialisation tout à l'heure, effectivement, mais la mécanique, c'est immense, hein. Bon, on ne va pas tout étudier en mécanique. Et c'est là que je vais vous montrer, justement, ce qui va être solide. Voilà, on aura le solide, indéformable, qui est théorique, hein, c'est théorique, hein, parce que faudrait me dire qu'est-ce qui est indéformable. On a, par l'application d'une force, bien sûr, hein, si j'applique des forces, il y aura le solide. S'il n'y a pas le solide indéformable, il y a le solide déformable. Et bien sûr, c'est pas ça qui m'intéresse ici, mais je fais des analogies pour étudier le fluide. C'est le fluide qui m'intéresse. Voilà, alors en parlant, bien sûr, lui il est complètement déformable, hein, bon, complètement. Voilà, maintenant vous commencez à voir que ce qu'est le fluide. Voilà. Donc c'est un milieu continu. Alors maintenant, je vais quand même mettre un des axiomes, mais je vais le faire apparaître ici. Fluide, qui est milieu continu. Non, ici je ferai une définition à la fin. Une belle définition. Vous verrez qu'à travers des axiomes, je ferai une bonne définition. Mais maintenant, sachez que c'est un... après cette vidéo, vous pourrez dire que le fluide est complètement déformable. Ça, c'est de 1. Mais vous savez déjà, d'après les vidéos précédentes, que c'est un fluide continu. Donc, pour l'instant, on peut dire que le fluide, c'est un milieu continu. Et après cette vidéo, vous pourrez dire que c'est complètement déformable. Après, je ferai encore des autres vidéos qui vont intervenir et on verra ce que c'est qu'un fluide et définir quand est-ce qu'il est en équilibre. Et je vous l'ai déjà dit, quand est-ce qu'il est en équilibre ou en mouvement. Et donc, on pourra faire l'étude de l'équilibre ou du mouvement. Tout comme on fait en mécanique l'étude de l'équilibre ou du mouvement. Mais ça va au-delà de ça. Parce que justement, regardez de ça, il n'y a pas que la mécanique rationnelle. Justement, la mécanique rationnelle est généraliste. Donc, on va scinder ici, justement, en fonction de ceci. Alors, si on applique des forces, je vous dis, on applique des forces quelconques. Hein. Voilà, c'est des forces quelconques que je vais appeler FI. Voilà, on a toute une série voilà, toute une série de forces comme ça, FJ. Bon, et ce qui importe, c'est voilà, qu'est-ce qui importe? Mais ça dépend de ce qu'on veut étudier la nature de la force au niveau de la surface. Quelle surface sur le volume complet, voilà, sur une portion de ligne, voilà. En tout cas, ici on a une portion du milieu continu, d'un milieu continu. Alors maintenant, quand est-ce qu'on aura un solide indéformable? Bon, supposons qu'on applique des forces. Alors là, j'ai 2 points A et B. Voilà, A et B. J'applique, avant l'application des forces, j'ai 2 points A et B, j'applique les forces, j'ai toujours l'interdistance A et B ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de variation de distance ici. Ça veut dire que et aucun des points, bien sûr, aucun des points à l'intérieur hein, n'a bougé. Aucun des points n'a bougé. Ben là, on a ce qu'on appelle bien sûr, quand je dis quand je dis rien n'a bougé, quand je dis indéformable, ben, c'est la structure interne qui n'a pas bougé, c'est-à-dire la disposition intérieure et la forme extérieure. Hein. Attention, je parle de forme. Indéformable, ça veut dire la forme. Oui, d'accord. Dans indéformable, on entend forme extérieure. La forme extérieure n'a pas bougé, mais si vous voulez, la disposition des points à l'intérieur n'a pas varié. Disposition des points entre AB et BC, rien n'a bougé.
C'est pour ça qu'on dit qu'il est justement indéformable. Il est indéformable pour cette raison. Donc, en d'autres termes, les particules qui sont situées au point A, point B, point C, sont invariablement liées les unes aux autres. Et s'il y a mouvement, du fait de la force d'application, les forces d'application extérieures quelconques, parce qu'on a appliqué des forces sur une portion du milieu continu, eh bien, les mouvements ne sont pas indépendants les uns des autres. Justement, ils dépendent les uns des autres. Parce que si A va varier, si B a bougé, on va dire que B a bougé. Voilà B'. Je vais mettre B'. B a bougé. Avant l'application, c'était AB, de la force. Maintenant, je me retrouve en... Le point se retrouve en B'. On va mettre B' ici. Bon, je vais effacer ce que j'ai fait comme bêtise. Bon, ça, j'ai pas besoin. Pas, voilà. Supposons que B' se retrouve ici. Voilà, B' se retrouve là. Du fait de l'application de la force. Eh bien, ça veut dire que A' va être ici. Il va garder la même interdistance. Et C' aura bougé. Tout aura, si vous voulez, tout aura bougé. Ça veut dire que les points entre eux, ils sont invariablement, si vous voulez, liés. Ils sont liés les uns aux autres. Quand il y en a un qui bouge, l'autre il bouge de la même distance. Tout va bouger de la même distance. Il n'y aura pas de distances qui vont... Voilà, c'est pour ça qu'on dit indéformable. Il n'y a rien qui s'est déformé. Puisque les interdistances sont restées constantes. Voilà. Donc ce type de solide, c'est ce qu'on appelle un solide rigide, indéformable. Et donc ça n'existe pas bien sûr. Bon, un solide indéformable, ça n'existe pas. Mais c'est une hypothèse qui est faite en mécanique pour faire de la mécanique rationnelle. C'est l'hypothèse que prend voilà, la mécanique rationnelle pour étudier les solides indéformables. On étudie la mécanique rationnelle au travers d'un solide indéformable. C'est une des hypothèses de la... Enfin, il y en a une autre, parce que c'est un milieu continu. Je vous ai dit qu'il y a une autre hypothèse qui cache derrière ça. Derrière les trois d'ailleurs, derrière les trois, on a une portion d'un milieu continu. Alors, je vais d'abord vous montrer que c'est de la mécanique rationnelle, étudiée en mécanique rationnelle. Voilà. Donc, quelles sont les hypothèses que vous faites en mécanique rationnelle? Mais c'est de dire qu'on a un milieu continu. On a un milieu continu, voilà, MC milieu continu, et que c'est étudié en mécanique rationnelle. Le solide indéformable, qui n'existe pas. Ça n'existe pas parce que c'est une hypothèse. Voilà. Le milieu continu, bon, ça peut exister parce qu'en regardant le nombre de Knudsen, on peut se dire qu'on a un milieu continu, ça, il n'y a pas de problème, ça peut exister. Par contre, le solide indéformable, c'est une pure hypothèse pour, voilà, pour ne pas avoir toutes des variations. Quand on fait des calculs de somme de force ou de moment de force, qu'on se retrouve avec des variations de certains points. Voilà, ça c'est au niveau micro. On se dit, voilà, il y a le point de vue macro, somme des forces égale 0, somme des moments de force égale 0, mais au niveau micro, on se dit quoi? Mais que tous les points sont invariablement liés, qu'il n'y a pas eu de, voilà, parce que imaginez-vous, vous calculez un moment d'une force et qu'un point voilà, a pris de l'ampleur au niveau de la déformation. À ce moment-là, bon, le moment n'est plus le même parce qu'il y a une interdistance delta x à prendre en compte. Parce que je vous rappelle qu'un moment d'une force, c'est voilà, si je prends, voilà, j'ai un bras de levier, je prends voilà, un bras de levier, voilà, une distance L, D. Voilà, et là j'ai l'application d'une force. Ben, le bras de levier, bon, c'est F fois D. Voilà, F fois D. Maintenant, imaginez-vous qu'il y a une déformation, on a D', pour une raison ou une autre. Bon. Le bras de levier n'est pas tout à fait le même si c'est une déformation delta x aussi petite soit-elle, mais je veux dire, c'est plus la même chose. Donc c'est pour ça qu'on dit, bon, il n'y a pas de déformation. Aucune déformation n'est envisageable. Voilà. Or, c'est pas vrai, parce qu'on peut avoir des petites déformations, par exemple une dilatation, tous les corps se dilatent, ou peu importe, on peut avoir des actions de force qui font qu'on a des interactions qui vont déformer le solide. Donc c'est pour ça que ça n'existe pas, ça. Mais pour que les lois de la mécanique rationnelle soient
je veux dire valable, on prend comme hypothèse qu'on a un solide indéformable. Voilà. Alors ça n'existe pas, ce sont des pures hypothèses pour on va dire, rendre les choses idéalisées. Pour que les calculs, bon, restent valables, voilà, restent valables, voilà, des lois valables, voilà. Alors, donc ça, qu'est-ce qui étudie le comportement des solides indéformables? C'est la mécanique rationnelle. La mécanique rationnelle. Voilà. Donc la mécanique rationnelle étudie les solides indéformables. Bon, ben, ici moi je ne fais pas une vidéo sur les solides indéformables, ça ne m'intéresse pas. J'étudie pas la mécanique rationnelle ici, dans cette vidéo, j'étudie les fluides. Bon, mais pour ça il faut parler des solides déformables. Alors, quelque part je vous ai dit que le solide indéformable n'existe pas. Par contre, un solide ça existe. Hein. Bon, un solide ça existe. Donc si le solide indéformable n'existe pas, mais c'est que le solide déformable existe. C'est plutôt réaliste, solide déformable. Alors, pour le solide déformable, à ce moment-là, oui, le solide indéformable, c'est ce qu'on appelle le solide rigide. Hein. Indéformable, il est rigide. Alors, pour le solide déformable, vous comprendrez que là, les distances vont pouvoir varier jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Hein. Voilà. Vous comprenez qu'on peut déformer. On peut déformer. Je vais reprendre le solide de tout à l'heure, hein, je vais le dessiner. Voilà. J'ai un point A, un point B. Je n'applique aucune force et maintenant j'applique des forces de déformation. Je vais par exemple faire une force de traction. Hein. Alors si je fais une force de traction, je tire, ben, le solide s'est déformé. Ou le point B n'est plus là. Hein. Le point B peut se retrouver là maintenant. Alors, le solide s'est déformé. Le point B, le point B est situé ici maintenant, du fait de la force extérieure de traction. Donc, est-ce qu'on a toujours un milieu continu? Ben oui, ici on a toujours un milieu continu ici. Hein. On a toujours la portion d'un milieu continu. Alors, là, j'ai appliqué des forces, une force extérieure, une traction, une force de traction convenable, pas trop grande, pas trop grande. Voilà, je viens d'appliquer une force pas trop grande de traction. Parce que maintenant, s'il s'avère que je commence à tirer, ça va grandir, ben, à un moment donné, ça va pas éternellement, je veux dire, se déformer. Hein. On va arriver à des zones où là, on a ce qu'on appelle la résistance des matériaux. Et on va avoir des courbes comme ceci. Hein, voilà, et on peut atteindre ce qu'on appelle la rupture ici. Donc déformé, on a une zone, oui, élastique. Je m'excuse. On a une forme élastique quand il va reprendre donc, sa disposition. C'est-à-dire que si j'arrête l'effort de traction qui revient à sa position initiale, ouais, pourquoi pas, le système revient à sa position initiale. Donc ça veut dire que j'ai un système, voilà, qui est le corps ici, hein, le corps. Vous lui faites appliquer une force, on a situation initiale, on arrive à un système final. Voilà, ça c'est quand il est allongé. Voilà, le système est allongé. J'ai appliqué une force de traction. Il est allongé. Bon, mais maintenant, si j'enlève cet effet, voilà, il va revenir à sa position initiale. Alors là, ça veut dire qu'on a une réversibilité. On est passé d'une situation initiale au travers de c'est l'application de la force F, voilà, qui l'a fait arriver à une situation finale. Maintenant, si on enlève cette force F, ben on retombe en situation initiale. À ce moment-là, c'est ce qu'on a eu, on a une réversibilité. Ça veut dire que voilà, le solide qui s'est déformé est revenu à sa situation initiale et on a ce qu'on appelle, pourquoi il est revenu à sa situation initiale? Parce que
on était dans une zone élastique. Voilà, on était dans une zone élastique. Et le solide déformable ici sera appelé solide élastique. Voilà. Donc en fait, il va, si on supprime donc l'action des forces de traction, par exemple, parce que j'ai pris une force de traction, s'il reprend sa position initiale, bon, il sera déélastique. Mais maintenant, s'il ne reprend pas sa forme primitive, on dira qu'il est plastique ou mou. Mais on va dire, les solides répondent à la loi de Hooke. Hein. Voilà, la loi de Hooke en fonction, voilà, des contraintes, des contraintes. En fonction d'une application d'une force, on a des contraintes. Et maintenant, tant qu'on est dans une zone élastique, il peut revenir à sa zone élastique. Maintenant, si il peut arriver à une plastique ou à une zone où, quand on a tellement tiré, ben, il devient mou. Voilà, c'est sa zone plastique. Il y a une zone élastique, une zone plastique. Voilà. Et à un moment donné, il y a la rupture. Hein. Si vous atteignez la zone de rupture, à ce moment-là, bon, il y a rupture du solide. Et c'est ça qu'on appelle un solide indéformable. Comme tout solide à ces zones-là. Hein. Voilà. Tout solide à ces zones-là. Enfin, tout solide, d'un solide à l'autre, ça dépend comment sont ses caractéristiques. C'est ce qu'on appelle les propriétés de résistance du solide. Alors, vous comprendrez que ça, c'est étudié en résistance des matériaux. Les solides déformables sont étudiés en résistance des matériaux. Et on étudie tout ce qui est force tangentielle, enfin, les forces de compression, forces de torsion, voilà, l'inertie du solide déformable. On étudie voilà, résistance à la torsion, résistance au cisaillement, résistance voilà, à la rupture, etc. etc. C'est justement l'étude des solides déformables. Donc vous voyez que la mécanique rationnelle délègue aux solides déformables et l'étude de la résistance des solides à la résistance des matériaux. À la résistance des matériaux. Voilà. Alors maintenant, venons-en justement au fluide, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Bon, ça, pour ce qui concerne les solides, bon, c'est étudié dans des cours bien spécifiques, ça on le sait. Mais maintenant, la mécanique des fluides, c'est un... D'ailleurs, je l'ai marqué, c'est un milieu continu, hein, ça on sait bien. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais par contre, ici dans cette vidéo, je viens de vous décrire que c'est un fluide complètement déformable. Déformable. Voilà. Donc, le solide déformable, bon, il est déformable, oui, mais il peut revenir à sa position initiale s'il est élastique. Maintenant, s'il ne revient pas à sa position initiale, il est dans sa zone plastique, où on dira que c'est un solide mou, voilà, ou un solide plastique, hein, si voilà, s'il se déforme, voilà, on a un solide mou ou plastique. Voilà. Pensez à la plasticine, hein, voilà. Vous tirez, il revient, la plasticine, vous tirez la plasticine, vous cessez l'action de tirer, ben, la plasticine c'est vraiment un plastique mou. Comment on appelle ça, une matière molle, une matière plastique. Voilà. Et vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous tirez, voilà, vous pouvez vous amuser avec de la plasticine, comme on peut faire des objets d'art avec de la plasticine, ou on peut faire beaucoup de choses avec la plasticine. Et de nombreux matériaux dans le bâtiment sont des matériaux, je veux dire, voilà, on applique certains matériaux au niveau du bâtiment, et on est dans une zone molle. On est dans une zone molle. Voilà. Vous l'appliquez, elle revient au travers d'une certaine force, mais elle ne revient pas à sa position initiale. Je parle de solide, hein, pas confondre avec les fluides. Moi, je ne suis pas avec un liquide. Voilà, je ne suis pas avec un liquide ou un gaz, je suis avec un solide. Hein. Voilà, il y a beaucoup de nombreux en bâtiment, même dans les usines, vous trouvez beaucoup de matériaux et qui permettent pas mal de choses. Hein.
pas mal de choses. Hein. Voilà. Donc, solide plastique mou, vous pourrez penser à la plasticine. Vous tirez de la plasticine, vous en faites des objets, peu importe. Enfin, vous donnez la forme d'un objet que vous imaginez ou que vous voyez. Et bien sûr, voilà, vous le modelez. Voilà, on a la plasticine ou pas d'un modelé, mais c'est des solides déformables. Des solides déformables. Alors maintenant, les fluides. Les fluides, bon, là, ils sont complètement déformables. Alors, je reparlerai voilà, de ces milieux plastiques. Hein. On a au travers des forces, mais c'est pas le but de cette vidéo ici. Tout ça ici, c'est pour vous dire que de continuer la définition de fluide au travers d'abord d'un axiome qui a déjà été vu, que on a un milieu continu. Voilà, des autres axiomes qui reviendront par après. Mais tout ça pour vous dire que l'état fluide est opposé à l'état solide, car sa déformabilité est totale ici. Il est complètement déformable. Complètement. Alors, on va dire que rien, ou presque rien, ne s'oppose aux variations de forme de la matière. Donc, il existe plusieurs variations de forme, si vous voulez. Alors, ces variations de forme peuvent être à volume constant ou à volume variable. Elles peuvent s'accompagner, être à volume constant. À ce moment, le fluide est dit liquide et incompressible. Voilà. Donc, si, je vais l'écrire, hein, alors, si la variation de forme, si, là, on va mettre en une autre couleur, si, je vais recommencer, donc on est dans le chemin de la définition du fluide, c'est ça que je veux dire. Hein. Bon, si le... je parlais de variation de forme. Hein. Si la variation de donc si la variation de forme s'effectue à volume constant, le volume ne bouge pas. On peut avoir des formes qui bougent, mais pas le volume. Ouais, parce qu'on peut avoir le volume qui reste toujours le même, mais la forme a changé. Voilà. Donc à ce moment-là, le fluide est dit liquide. Et incompressible. Et là, à ce moment-là, on étudie ça où? En mécanique de fluide. Voilà, on étudie ça en mécanique de fluide. Et vous allez me dire, oui, mais les gaz, ce sont des fluides. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec vous, mais on n'étudie pas. On peut étudier les fluides, certains gaz en mécanique des fluides, il n'y a pas de problème. Hein. Je vous ai dit, il n'y a pas de frontière, ça, d'office. Il n'y a pas de frontière, on peut étudier des gaz en mécanique des fluides, pourquoi pas. Mais généralement, on va s'orienter beaucoup plus sur la mécanique. La mécanique des fluides, c'est beaucoup plus, on va dire, les liquides, voilà. C'est la théorie des liquides en général. Bien qu'il y a des gaz, ouais, ben on va étudier des gaz. Je vous dis, c'est pas fermé. Hein. Mais maintenant, on va spécialiser pour autre chose. Mais on va même le ramener vous allez voir ce qu'on va le ramener. Dans quelle branche. Alors maintenant, mais pour ça, il faut que je... Si
Euh, si au contraire, on va dire le contraire, hein, je ne sais pas en quelle couleur que je suis, le problème il est là. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pris comme couleur. Ouais. Si la variation de forme s'accompagne d'une variation, c'est le contraire de l'autre, hein, de volume, le fluide est décompressible. Bon, alors je vous rappelle que les liquides sont incompressibles et que les gaz sont compressibles, mais pas toujours. On peut rendre un gaz incompressible. Hein, c'est pas parce qu'il est toujours compressible que on peut pas, il sera toujours incompressible. On peut le rendre incompressible un gaz. Hein, pourquoi pas. Donc là, on a l'incompressibilité des liquides. Bon. Donc là, on a les fluides incompressibles qui sont en général liquides, mais on peut avoir des fluides, des gaz qui sont incompressibles. Voilà. On peut rendre le gaz incompressible. C'est pas, je veux dire, impossible. Alors, mais en général, les gaz seront compressibles. Donc les fluides compressibles sont là. Voilà. Alors, si la variation de forme s'accompagne d'une variation de volume, le fluide est dit compressible. Alors, là, il y a un petit problème. Pourquoi? Parce que là, ça va engendrer quelque chose de spécial. Hein. Comme on a voilà, la compression, on aura une transformation. Hein. On va passer d'un volume V1 à V2, et donc fatalement avec des effets calorifiques. On va passer, vous voyez, on aura un système qui va se transformer. Bon, vu que le volume va changer, V1 à un volume V2, on aura une transformation. Une transformation. Et donc, fatalement, on aura des variations de température T1, T2, donc un effet calorifique qui va apparaître. Et donc, les études calorifiques, vous aurez compris que c'est l'étude de la thermodynamique. Voilà. Donc, on laisse l'étude des fluides compressibles, des gaz à la thermodynamique. La thermodynamique. Voilà, donc en voyant ceci, je peux vous dire qu'on est dans le bon chemin de la définition d'un voilà, on est dans le bon chemin. Dans le bon chemin pour définir la définition de les axiomes de fluide. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul axiome, mais on sait bien qu'on a affaire à le fluide. Ce qu'on sait maintenant, pour l'instant, c'est que le fluide, bon, il existe des fluides incompressibles et des fluides compressibles. Ça, c'est déjà une chose. Voilà, donc le fluide est considéré comme des liquides ou des gaz. Bon, ça c'est une chose. Que le fluide, c'est un milieu continu, voilà, c'est un milieu continu, c'est-à-dire qu'on a une infinité triple de points de l'espace pour lesquels, je veux dire, on peut appliquer les lois de la mécanique rationnelle. Voilà. Puisqu'en fait, la mécanique rationnelle utilise déjà des milieux, un milieu continu.
Si c'est dans l'espace, je vous ai dit que c'est un triédrique rectangle pour lequel on peut répertorier chaque point dans l'espace. Ce qu'on sait aussi, c'est que le fluide est complètement déformable. Voilà, le fluide est complètement déformable. Voilà, et c'est ça qui fait la particularité. C'est bien sûr déformable par rapport à des forces. Hein. Voilà, voilà. Bon, quand je dis qu'il est déformable, il pourra, sous-entendu, vous aurez compris ce qui se cache derrière. Hein. Il est déformable et donc il pourra couler. Il pourra couler, c'est ce que ça veut dire. Donc il pourra, si vous voulez, avoir la propriété d'écoulement. Voilà, couler, c'est-à-dire, je vais le mettre correctement parce que si je l'ai mal mis, c'est pas égal que je voulais mettre. Dire qu'on a affaire à un solide déformable, c'est dire que bon, on aura des propriétés où le fluide pourra couler. Le fluide pourra couler et donc subir ce qu'on appelle un écoulement. Et donc les fluides, que ce soit les liquides ou les gaz, pourront couler. Pour autant que je trouve... Donc le fluide pourra couler. Et donc, par ça se cache la notion d'écoulement. Donc, la propriété d'un fluide pourra s'écouler. Donc, on aura l'écoulement d'un fluide. Voilà. Et le but du jeu, c'était... Enfin, le but du jeu, je m'excuse. C'est le but de la manœuvre ici, c'est de comment aura lieu cet écoulement. Comment créer le système pour montrer qu'on aura un écoulement. Alors, bien sûr, je vous ai dit qu'il existe la statique, comme il existe dans les solides indéformables, la statique, la dynamique et la cinématique. Voilà, bon, pour le fluide complètement déformable, il existera aussi la cinématique du fluide, la dynamique du fluide. Bon, ça c'est pour les états de mouvement du fluide, hein, ou si vous voulez, la statique, c'est-à-dire quand le fluide est au repos, c'est-à-dire à l'équilibre, l'état d'équilibre statique du fluide, bien sûr, hein, c'est chaque fois fluide. C'est chaque fois concerne le fluide. Hein. Ça concerne le fluide. Voilà, ça concerne le fluide, ceci. Voilà. C'est valable aussi pour le solide. Le solide, on a la cinématique, dynamique, mais rappelez-vous qu'on a dit qu'on avait une portion de milieu continu, donc on pouvait rattacher les lois à la mécanique rationnelle. Hein. Donc on va les rechercher, je veux dire, les lois de la mécanique rationnelle ici, comme ceci. On va les rechercher, les lois ici, puisqu'on on a affaire à un milieu continu. Or, la mécanique rationnelle considère qu'il a lui-même un milieu continu. Donc, on aura trois branches, hein, et les lois sont... Vous verrez qu'il y a beaucoup de lois qui seront prises de l'un à l'autre. De l'un à l'autre. Enfin, ils seront prises à la mécanique rationnelle. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on mécanique des fluides. Parce que ça reprend de la mécanique rationnelle. Bon, certaines hypothèses, propriétés, et enfin des hypothèses et à partir de là des lois. Mais parfois, les lois, par exemple, je prends la loi de quantité de mouvement, elle ne va pas apparaître sous forme de P égale mv, fatalement elle apparaîtra autrement. Voilà. Alors pour les forces normales, on aura de la compression pour les solides, mais bon, ce sera en fait une force de pression pour les comment on appelle ça, les fluides. Il faudra définir ce que c'est qu'une pression, voilà, et les lois concernant la pression, les pressions. Et donc je vous rappelle que les grandeurs qu'on verra apparaître en mécanique des fluides, c'est la position. Au travers d'un repère inertiel ou galiléen, on aura la position,
Les variables seront des variables de position, de temps, s'il y a un temps avec un mouvement, s'il y a un mouvement, il y aura le temps, position, temps, de masse, mais on ne parle pas de masse pour les fluides, on parle plutôt de masse volumique. Voilà, on aura la notion de, voilà, de vitesse, de débit, voilà, bien sûr de pression, hein, de force, surtout de force, parce que avant tout, on parle de force, avant de parler de pression, on parle de force. Ce sont des forces d'interaction, voilà, et puis on aura la pression, la force, la pression, toutes des grandeurs voilà, qui viendront se rajouter à ça. Voilà. Bien sûr, et des énergies qui vont être liées à ça, hein. Il y aura des énergies. Je pense à l'énergie de vitesse, énergie cinétique, on aura l'énergie cinétique, énergie de potentiel et l'énergie, comment est-ce qu'on appelle ça, de pression. Et bien sûr, il y aura des forces résistantes telles que les forces de frottement. Voilà. Les forces, c'est pas ça qui va manquer, je vais les décortiquer, hein. Il y aura les forces de cohésion, les forces de frottement, voilà, les forces extérieures, les forces intérieures, tout ça, je vais décortiquer tout ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.